Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Leadership Incarné. Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui me traverse personnellement et qui traverse tous mes programmes, mes offres, mes propositions et qui est le sujet de l'expansion, de l'affirmation personnelle et de l'ambition. On pourrait dire aussi de la puissance féminine notamment. Et depuis que j'accompagne les femmes sur leur chemin personnel, donc maintenant presque voilà plus de 6 ans, je vois souvent comme une tension, une problématique qui revient encore et encore. Et en fait, c'est le tiraillement entre une envie profonde de briller, de se montrer, de communiquer, de porter sa voix, de rayonner, d'impacter, de servir et au fond du fond du fond d'être pleinement soi-même et exprimer tout ce que nous sommes. Et de l'autre côté, la peur du regard de l'autre, la peur d'être jugé, parfois humilié, moqué, bien évidemment aussi les doutes, la peur de ne pas savoir, de ne pas être prête, le sentiment d'être illégitime, mais même aussi d'ailleurs la peur de tomber dans l'ego ou la peur de se déconnecter de son authenticité et de son cœur. Et je comprends complètement cette tension car elle m'a traversée fortement à plein de moments de mon parcours et elle me traverse encore bien évidemment. Et aujourd'hui, je viens avec un épisode un peu spécial parce que j'ai envie de vous parler d'une expérience personnelle marquante qui a déclenché une grande transformation dans ma vie et qui m'a vraiment amenée à approfondir ce travail et à renforcer mon autorité intérieure et aller vraiment dans ma souveraineté au maximum de ce que j'étais capable, je suis capable aujourd'hui. Et aussi, j'ai envie de vous partager dans cet épisode les conclusions que j'ai tirées de cette expérience marquante de ma vie, des conclusions qui m'ont aidé à avancer concrètement sur ce sujet, à changer aussi de choses au niveau de ma perception, à passer peut-être de la conscience et de la compréhension de mes mécanismes et de mes blessures à l'incarnation et à un positionnement plus juste dans ma vie. Et je vais vous parler de tout ça parce que c'est aussi des sujets que l'on va aborder le 26 mars prochain, jeudi, parce que je vais animer une conférence gratuite que j'ai appelée Ambition sacrée. Et c'est une masterclass où on va parler de comment renforcer son autorité intérieure et élever son self-leadership pour oser occuper sa place, porter sa voix et se montrer sans sacrifier son énergie, son authenticité ni son intégrité. Et je propose cette masterclass gratuite dans le cadre de l'ouverture de mon programme Femmes souveraines, qui est un programme pour les femmes conscientes et engagées qui souhaitent incarner leur puissance, leur souveraineté, leur leadership pour s'autoriser à prendre leur place avec confiance, avec authenticité, autant dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle. Si vous voulez avoir plus d'infos sur cette masterclass gratuite et vous inscrire, tous les détails vont être dans la description de cet épisode. Donc, on commence avec cette expérience qui m'a profondément secouée. Et en fait, pour commencer, je dirais que elle m'a d'autant plus secouée, cette expérience, c'était une relation, parce que, en fait, j'ai grandi dans une famille de ce qu'on pourrait appeler des femmes fortes. Des femmes qui se sont construites souvent très seules, c'est-à-dire où les pères n'étaient pas là, c'était des masculins un peu absents et qui voilà, étaient devenues indépendantes, fortes et avec une conscience assez féministe du monde et des relations.
Et moi-même, je me suis toujours sentie une femme forte. Je me suis toujours sentie leader dans les espaces dans lesquels j'évoluais. J'avais pas l'impression que j'avais du mal à m'affirmer. Et d'ailleurs, je pensais sincèrement être loin de certains schémas relationnels que je voyais chez d'autres femmes, notamment dans les relations, de schémas, par exemple, justement, de manipulation, de domination, de violence. Et pourtant, ça m'est arrivé. Et je suis rentrée dans une relation qu'aujourd'hui j'aime bien appeler dysfonctionnelle, pour ne pas appeler ça forcément toxique, mais bon, il y avait un peu de ça. Une relation où en fait j'ai commencé à me voir agir et à faire des choses qui m'ont étonnée et qui m'ont profondément interrogée. En fait, j'ai commencé dans cette relation à m'effacer de plus en plus, petit à petit, et à minimiser à chaque fois plus mes besoins par peur de déranger l'autre, à être incapable d'exprimer et de poser mes limites. J'ai laissé passer, on va dire, des comportements problématiques jusqu'à tolérer de la manipulation, de la violence. Et beaucoup de cela, c'était car je sentais, j'avais l'impression d'avoir une grande compassion, beaucoup d'empathie pour la personne en face de moi, pour cet homme qui avait une enfance si difficile, si compliquée, avec des traumas si profonds. Et j'avais l'impression, en fait, d'ouvrir mon cœur là où, en fait, j'étais en train de tolérer des maltraitances. Et finalement, en fait, je suis tombée sous l'emprise de quelqu'un qui m'a fait croire, m'a fait sentir profondément que le problème, c'était moi. Que le problème, c'était moi, que le problème, c'était mes traumas, que le problème, c'était mes peurs, que mes besoins étaient un problème presque dans la relation. Et tout ça, toute cette relation dysfonctionnelle, euh, dans une ambiance et sous couvert de discours spirituels, des flammes jumelles, des sexualités sacrées, etc. Donc un sacré cocktail explosif, je vous le dis. Et en fait, ce qui a été finalement le plus troublant dans cette relation et dans cette expérience pour moi, c'est que mentalement, je savais beaucoup de choses. Comme je vous disais, j'avais grandi dans une famille féministe avec une certaine méfiance justement envers les hommes et une certaine manière de se positionner a priori plus dans la puissance et dans le contrôle que au contraire dans le fait de se laisser manipuler ou de tomber un peu dans une victimisation. En fait, je le savais consciemment, je connaissais les red flags d'une relation toxique. Je savais, en fait, par exemple, très clairement que quand une personne commence à vous interdire de vous habiller d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment problématique et il faut fuir de là rapidement. Et pourtant, même si je le savais, j'ai pas réussi vraiment à agir différemment. En fait, c'est comme si j'avais un automatisme à l'intérieur de moi, un schéma plus fort que moi, qui m'a amené en fait à m'abandonner à chaque fois plus dans cette relation et à tomber dans des mécanismes de dévalorisation hyper profonds. Et cette expérience, cette relation, finalement, c'est fini, on va dire, par un épisode de violence qui a déclenché complètement mon système nerveux et qui m'a fait peut-être prendre conscience, en fait, m'a mis devant tellement de peurs que j'ai pris conscience que je pouvais pas continuer là-dedans, qu'il fallait vraiment que je puisse m'en extraire. Et bien évidemment, bah, ça c'était entre guillemets la partie la plus facile. Ce qui a été dur ensuite, ça a été le travail des guérisons, parce que c'est un travail de guérison qui m'a pris de nombreuses années de faire un travail sur moi qui a été assez profond, assez intense et dans lequel, bien évidemment, j'ai exploré ce que j'appellerais les dimensions classiques, on va dire, de la guérison, donc mes blessures personnelles, mes traumas d'enfance, où j'ai exploré l'histoire familiale, tout ce qui est intergénérationnel, les dynamiques énergétiques aussi, je pourrais même dire karmiques. Et peu à peu, en fait, la réflexion et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est aussi les conclusions que j'ai tirées de toute cette expérience-là et qui m'a amené à voir notamment que c'était pas tellement, bien sûr, c'est une histoire personnelle que j'ai vécue individuelle, mais c'est aussi une histoire collective en fait. C'est mon expérience et le résultat était le résultat d'un conditionnement beaucoup plus
profond, beaucoup plus grand aussi que ce que je croyais au niveau vraiment personnel. C'est un conditionnement collectif, c'est un conditionnement culturel que j'avais intériorisé. Et ce, malgré le fait d'avoir grandi dans une famille quand même assez consciente au niveau des relations hommes-femmes et du féminisme. Et donc, c'est dire la puissance de ce conditionnement collectif et culturel. Et pour moi, c'est le conditionnement, en fait, qui apprend aux femmes très tôt à douter d'elles-mêmes, à douter de nos intuitions, à douter de nos ressentis, à avoir du mal, en fait, à vraiment valider, auto-valider nos expériences, ce qui est en train de se passer, notre perception de choses, et qui nous amène surtout à nous suradapter et à nous sacrifier, à vouloir aider les autres, souvent en dépit de nous-mêmes, et souvent avec le coût de notre santé, de notre bien-être, de notre intégrité aussi. C'est là que j'ai commencé vraiment à comprendre et à voir plus clairement la présence de ce conditionnement que j'appelle aujourd'hui la good girl et dont je vous ai déjà parlé certainement dans d'autres épisodes. Mais on va aller un petit peu plus loin dans cette good girl parce que ce que j'appelle moi la good girl, c'est vraiment pas un trait de personnalité, c'est pas seulement un archétype, c'est encore moins une qualité. En fait, c'est une stratégie de survie. C'est un mécanisme hyper profond que l'on apprend quand on est toute petite, qui nous conditionne et qui est notre façon, on va dire, de survivre et d'obtenir de l'amour, de l'appartenance, de l'approbation, de la reconnaissance dans une société patriarcale. Donc dans une société, qu'on le veuille ou pas, dont la culture patriarcale a peur, on va dire, peut-être de la puissance des femmes ou conditionne les femmes à certains espaces et pas à d'autres. Et c'est un mécanisme, en fait, qui devient automatique dans notre vie et qui nous pousse, de manière complètement inconsciente souvent, à nous suradapter, à écouter les besoins des autres plutôt avant d'ailleurs que les nôtres, à suivre les règles, à essayer d'être parfaite, d'être raisonnable, d'être forte aussi. C'est aussi la good girl, c'est aussi un conditionnement à être une femme forte, qui réussit, qui est admirable, qui est admirée et qui ne dérange pas, qui peut prendre de la place, mais pas trop, parce que si elle veut être aimée, acceptée et reconnue, elle doit quand même rester à un certain niveau. Bien évidemment, c'est un mécanisme qui limite notre expansion et qui limite notre épanouissement, parce qu'il nous demande de sacrifier tout ce que nous sommes, et surtout de sacrifier les parties les plus intenses de notre être, notre puissance créative, notre nature sauvage, l'ambition, notre désir, notre énergie sexuelle, tout ce qui est notre expression la plus authentique et puissante est conditionné et limité par ce mécanisme. Et cette good girl, elle peut s'activer, elle s'active généralement partout dans notre vie. Dans nos relations personnelles, bien évidemment, dans nos relations, nos liens amoureux, familiaux, etc., mais aussi dans la sphère professionnelle, où en fait, elle nous retient d'entreprendre, de nous positionner avec clarté, par exemple, dans notre entrepreneuriat, de vendre avec assurance, de valider et de valoriser d'ailleurs notre expérience, notre expertise, notre sagesse, d'arrêter d'attendre que quelqu'un vienne nous légitimer et commencer à nous auto-légitimer, sentir cette légitimité de ce qu'on a à dire, de ce qu'on a à partager. Et moi, personnellement, comprendre et apprivoiser ce mécanisme, qui est un mécanisme qui se résout pas en une fois, et c'est un mécanisme avec lequel il faut apprendre d'ailleurs à évoluer, m'a permis en fait vraiment de faire un grand pas, d'avancer vraiment sur mon chemin de transformation, parce que ça m'a permis de rompre une croyance très forte, qui était la croyance de me dire j'ai un problème. C'est moi qui ai un problème. Moi, Luciana, en tant qu'être humain, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Alors que, en regardant autour de moi, en regardant chez ma famille, mes copines, mes amis, mon entourage, mes clientes, en fait, je me suis rendu compte que nous sommes toutes touchées à différents degrés, à différentes profondeurs, avec des subtilités, avec des nuances chacune, mais on est toutes touchées par ce mécanisme et par cette good girl. Le fait de commencer à le voir comme ça, en fait, de sortir de cette croyance que j'ai un problème, moi, en tant qu'individu, et voir ça comme un conditionnement collectif, en fait, m'a permis aussi de transformer
quelque chose et de me dire, en fait, si la blessure est collective, bah, la guérison peut l'être aussi. Et je pense que ça va peut-être parler à certains d'entre vous, parce que souvent, quand je vous demande, voilà, de quoi vous avez besoin pour avancer sur votre chemin, voilà, quand je vous interroge sur vos besoins d'accompagnement, de transformation, il y a beaucoup de réponses qui reviennent énormément avec cette croyance que j'ai besoin d'un accompagnement individualisé. J'ai besoin que ça soit adapté à mes nécessités. J'ai besoin que ça soit adapté spécifiquement à mes besoins. Et je comprends bien évidemment, et je pense qu'on a toutes et tous besoin d'un espace individuel de thérapie, d'un espace de guérison qui va être sur la durée, d'un côté, et individuel. Mais je trouve que rester continuellement dans cette notion de j'ai besoin de quelque chose d'individualisé, de personnel et de personnalisé, ça maintient aussi un peu cette croyance de, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. J'ai quelque chose de particulier, il y a quelque chose qui est wrong, il y a quelque chose qui est incorrect avec qui je suis et avec ce que je fais dans ma vie. Et comme je vous disais, enfin, comme je voulais vous partager, on peut être en thérapie et continuer à être une good girl. Moi, quand j'ai eu cette expérience, cette relation, ça faisait quand même 4 ans que j'étais en psychanalyse et j'ai eu besoin de plusieurs années de plus, mais surtout de cette conscience de ce mécanisme collectif pour commencer vraiment à le faire. En tout cas, je pense que c'est vraiment complémentaire, le travail individuel, mais il y a un travail collectif à faire. Et pour moi, c'est vraiment puissant de se dire que ce travail peut être fait en communauté. Parce que pour moi, c'est très important qu'on puisse justement avoir le miroir d'autres femmes et voir en fait que nous sommes traversés souvent par des mécanismes similaires et que du coup, c'est pas nous qui avons un problème, ça nous aide à arrêter de penser qu'on a un problème et de voir que c'est un conditionnement collectif. C'est déculpabilisant, c'est apaisant aussi pour notre système. Et pour moi, et c'est ça qu'on essaye, que j'essaye de porter et que je fais aussi dans le programme Femmes souveraines. C'est vraiment, on a besoin, vraiment, ma conviction profonde, c'est qu'on a besoin de construire des communautés des femmes où on apprenne à relationner plus avec l'ambition, avec l'affirmation, avec l'audace, la réussite, le désir, la sexualité, l'argent, la visibilité, tous ces sujets-là qui sont des sujets qui sont restés pendant longtemps comme un peu dans l'ombre, comme un peu interdits pour les femmes, ou alors c'est pour les femmes qui sortent de l'ordinaire et qui vont être jugées, qui vont être critiquées. Nous avons besoin, pour moi, d'avancer ensemble sur ce sujet pour nous autoriser à être à chaque fois plus nous-mêmes, à être à chaque fois plus intense, plus expansible, plus créative dans des environnements qui sont conscients, dans des environnements où il y a des femmes qui nous célèbrent, il y a des femmes qui nous applaudissent, il y a des femmes qui nous aiment et qui ne sont pas intimidées par notre réussite parce qu'elles savent ce que ça demande en fait de faire chaque pas, qu'elles savent qu'est-ce que ça demande d'oser et toutes les mécanismes et les peurs qu'on a besoin de dépasser pour oser être audacieuse, pour oser être ambitieuse, pour oser être visible. C'est de tout cela dont on va parler jeudi 26 mars dans la masterclass Ambition sacrée. Donc, je vous invite vraiment à venir. Et pour finir, j'ai envie de résumer un peu mes conclusions, résumer un peu ce que je viens de vous dire, les conclusions clés que j'ai tirées de cette expérience. Pour moi, la première conclusion et prise de conscience, c'est qu'on peut se considérer une femme forte, indépendante, féministe même, et être quand même soumise à ce conditionnement collectif et culturel qui est le conditionnement de la good girl. Aussi, pour moi, que le chemin de la souveraineté, ça demande à un moment ou à un autre de sortir de la guérison, du piège de la guérison que j'appelle le healing trap, qui est vraiment cette croyance où où nous avons un problème, nous avons quelque chose à guérir, à libérer, on a une blessure, un blocage énergétique ou quelque chose, parce que ça nous met souvent d'ailleurs dans une posture assez passive. Et ça nous met un peu dans une posture de j'attends la guérison, alors que le déconditionnement de ce mécanisme, la good girl, ça se fait pas à pas, ça se fait par la conscience, certes, mais ça se fait ensuite par l'action, ça se fait par j'apprends
comme je suis consciente de ce mécanisme, j'apprends à agir et à m'y positionner à chaque fois de manière différente et à chaque fois de manière plus juste. C'est petit à petit, mais c'est dans l'action. Et ma troisième conclusion, c'est que justement, la good girl, c'est un mécanisme collectif et culturel que nous avons besoin de déconstruire ensemble en communauté et sortir de cette croyance aussi que tout se fait au niveau individuel et dans des petits espaces parce qu'on a besoin de créer, on a besoin de créer des espaces, des femmes souveraines, des femmes qui sont prêtes à s'appuyer, qui sont prêtes à traverser tout ce que ça demande vraiment que de renouer avec sa souveraineté, avec son leadership et oser vraiment être visible, oser avoir de l'ambition, oser se positionner. Parfois, c'est même pas oser être visible sur les réseaux sociaux, c'est parfois, ce qui peut être le plus dur, c'est oser se positionner clairement dans une relation, par exemple, oser dire quelque chose à nos parents, oser poser des limites à nos enfants. Ça fait partie aussi, pour moi, c'est ça aussi le chemin d'une femme souveraine. C'est pas qu'une question de visibilité et d'ambition extérieure, c'est aussi d'ambition intérieure, d'épanouissement pour notre vie, d'expansion de ce qu'on a envie vraiment de vivre, de pouvoir se choisir, se prioriser pleinement pour pouvoir faire de notre vie, en fait, ce que l'on veut et devenir de nouveau les protagonistes de notre vie. Donc, merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur dont tu trouveras le lien en description.